La conjecture de Poincaré. Ce problème est le seul problème de la liste à avoir été résolu à ce jour, par le russe Grigori Perelman. Perelman est un véritable génie, certainement un des plus grands géomètres de tous les temps. Après de brillantes études en Russie, il part travailler aux États-Unis, et il s'intéresse sérieusement à la conjecture irrésolue de Poincaré. Après quelque temps, il pense pouvoir la résoudre, mais il dit qu'il lui faut du calme et de la solitude. En 1995, il rentre en Russie et disparaît pendant 7 ans. En 2002, il publie sur internet la démonstration de la conjecture de Poincaré. Il faudra 6 mois au plus grand mathématicien pour comprendre le raisonnement de Perelman et 4 ans pour vérifier totalement sa démonstration. La conjecture de Poincaré et sa résolution, c'est l'apogée, c'est comme gravir le sommet de l'Everest. Mais le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'il a refusé les 1 million de dollars de récompense ainsi que la médaille Fields qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Il aurait refusé à cause de désaccords avec la communauté scientifique. Ah oui, et la conjecture porte sur la topologie algébrique, c'est-à-dire l'étude avec des outils algébriques des déformations spatiales de certaines formes et objets. Henri Poincaré l'a énoncé en 1904 et la voici. Soit une variété compacte V simplement connexe, à 3 dimensions, sans bord. Alors V est homéomorphe à une hypersphère de dimension 3. Quant à Perelman, il vit maintenant dans un quartier populaire à Saint-Pétersbourg, près de sa mère. Il a arrêté les mathématiques et refuse toute interview. L'hypothèse de Riemann. Ce problème mathématique est un des plus célèbres du monde. C'est en 1859 que le mathématicien allemand Riemann pose le problème. Il est extrêmement difficile à résoudre, mais la question de base est assez simple. Comment sont répartis les nombres premiers ? Pour essayer d'y répondre, Riemann va utiliser une fonction définie sur les nombres complexes. Vous savez, ces nombres avec une partie réelle et une partie imaginaire. Riemann observe qu'il y a un lien entre les zéros de cette fonction, c'est-à-dire les valeurs en laquelle elle s'annule, et la répartition des nombres premiers. Et il observe que lorsque la fonction s'annule, la partie réelle du nombre complexe est égale à 1/2. L'hypothèse de Riemann est donc, tous les zéros de cette fonction ont tous pour partie réelle 1/2. Sauf quelques zéros triviaux qu'on trouve en -2, -4, -6, etc. Avec le temps, de nombreux zéros de la fonction ont été vérifiés, et à chaque fois, la partie réelle est effectivement égale à 1/2. En 1953, on a vérifié plus de 1000 zéros grâce à l'utilisation des premiers ordinateurs. Puis dans les années 2000, grâce à l'utilisation de l'informatique répartie, on dépasse les 1000 milliards de zéros vérifiés. Mais en mathématiques, ces vérifications ne sont pas des preuves, il faut le démontrer pour être sûr que c'est toujours le cas. David Hilbert, un des plus grands mathématiciens, aurait dit à propos de ce problème « Si je devais me réveiller après avoir dormi 1000 ans, ma première question serait « L'hypothèse de Riemann a-t-elle été prouvée ?» Les équations de Navier-Stokes. Les équations de Navier-Stokes font partie des plus importantes équations de toute la physique, et en particulier de la mécanique des fluides. Le principal objectif de ces équations est de décrire le mouvement des fluides, liquides ou gaz. Elles sont utilisées pour prédire la météo, décrire les courants dans les océans, optimiser les ailes des avions, etc. Elles constituent un système d'équations aux dérivées partielles non linéaires. Ces équations sont extrêmement difficiles à résoudre. Mais en 2003, un mathématicien du Kazakhstan, Mukhtarbay Otelbaev, prétend avoir résolu le problème. Il publie un article de 100 pages écrit en russe. Malheureusement pour lui, la communauté scientifique trouva des fautes de raisonnement et invalida sa preuve. Le problème reste irrésolu pour le moment. La conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer. Dans les années 1960, les mathématiciens britanniques Birch et Swinnerton-Dyer effectuèrent de nombreux calculs sur l'un des tout premiers ordinateurs, l'EDSAC. Ils firent des calculs sur les points et les propriétés des courbes elliptiques. Il est très difficile de comprendre cette conjecture, même pour un mathématicien expérimenté. Je ne pourrai donc pas beaucoup vous éclairer sur le sujet, mais voici l'énoncé. Pour toute courbe elliptique sur le chordé rationnel, l'ordre d'annulation en 1 de la fonction L associée est égal au rang de la courbe. Pour le moment, cette conjecture n'a été démontrée que pour des cas particuliers. La théorie de Yang-Mills. Comme vous le savez peut-être, il existe 4 forces fondamentales dans l'univers. Force gravitationnelle, électromagnétique, nucléaire faible et nucléaire forte. D'un côté, la force de la gravitation est décrite par la théorie de la relativité générale d'Einstein, alors que les 3 autres forces entrent dans le cadre de la mécanique quantique. Un des plus gros objectifs de la physique moderne est d'unir ces deux modèles au sein de ce qu'on pourrait appeler une théorie du tout.
C'est dans cette quête que les physiciens Young et Mills, dans les années 1950, ont élaboré une nouvelle théorie pour décrire la force de cohésion dans le noyau des atomes. Bien que la théorie ait été en partie vérifiée par les accélérateurs de particules et simulations informatiques, certaines propriétés observées restent mystérieuses et ne sont pas démontrées mathématiquement. Il reste donc à théoriser ces propriétés pour que la théorie de Young-Mills soit totalement prouvée. La conjecture de Hodge. C'est certainement le problème le plus difficile à comprendre car il demande des connaissances très avancées en mathématiques. Il réunit 3 domaines différents, la géométrie algébrique, la topologie et l'analyse complexe. L'énoncé de la conjecture, proposé en 1950 par l'écossais Sir William Valence Douglas Hodge, est extrêmement technique. Accrochez-vous, on peut la résumer ainsi. Il est possible de calculer la cohomologie d'une variété algébrique projective complexe à partir de ses sous-variétés. Alors, ne vous inquiétez pas, moi non plus je n'ai rien compris. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a même pas de piste sérieuse pour la résoudre. En tout cas, il est certain que sa démonstration sera un véritable trésor mathématique. Le problème P égale NP. C'est sûrement le problème irrésolu le plus connu en informatique théorique. Essayons de le comprendre. On distingue de grandes familles de problèmes, P et NP. Les problèmes dans P sont les problèmes faciles à résoudre. Un ordinateur peut les résoudre assez rapidement et efficacement. Les problèmes dans NP sont les problèmes dont les solutions sont faciles à vérifier. Par exemple, dans l'équation 2 plus x égale 5, la solution est facile à trouver. 5 moins 2 égale 3, donc x égale 3. De plus, l'équation est facile à vérifier. À partir d'une valeur proposée, si on propose 3, on peut vérifier facilement que c'est correct. On comprend assez intuitivement qu'un problème facile à résoudre a des solutions faciles à vérifier. Dans un autre exemple, décomposer un nombre en produits de nombres premiers est a priori difficile. On ne sait pas s'il existe un algorithme efficace pour le faire. Donc on ne sait pas si ce problème est dans P. En revanche, il est dans NP, car on peut facilement vérifier A fois B fois C avec A, B, C des nombres premiers, par exemple. Donc le problème P égale NP se résume à une solution facile à vérifier est-elle facile à trouver? Personne n'a jamais réussi à répondre à cette question. Voilà,